On quitte la Guinée équatoriale pour la Gambie. Plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh, la Gambie a lancé lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime, mais un éventuel jugement de l'ancien militaire qui a régné sans partage pendant 22 ans sur ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade côtière prisée des touristes, paraît encore chimérique. Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation lancée en 2017 ont prêté serment lors d'une cérémonie en présence du président Adama Barrow et du ministre de la Justice Aboubacar Tambadou. Alors, c'est un peu comme Georges Hérault, la valse des commissions Vérité et Réconciliation sur le continent. On commet des exactions, après on crée des commissions, on fait la lumière, et puis bon, on dit justice transitionnelle, et puis on passe à autre chose. Bon, aussi longtemps que il y a aussi cette passation, disons, de cette passation de la gestion dictatoriale à la démocratie, aussi longtemps que il y a toujours ces cas, il doit y avoir une commission ou bien il doit y avoir des gens qui sont lésés, qui sont des victimes et qu'on doit en faire en sorte que la population soit réconciliée. Au fait, moi je vois que c'est un mécanisme qui permet au gouvernement en place ou bien au pouvoir en place de pouvoir mettre tout le monde au développement du pays. Donc c'est aussi normal. Et nous voyons ça, c'est depuis, je crois que ça commence avec l'Afrique du Sud, si j'ai une bonne mémoire, ça commence avec l'Afrique du Sud. Mais c'est aussi quelque chose que si on le fait bien, ça doit réussir normalement. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu le Ghana, il y a eu le Maroc, il y a eu le Togo, il y a eu beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire, c'est quoi les commissions vérité? C'est une manière de ne pas aller vers la justice traditionnelle? Vous savez, cette prise de Bassi est bien évidemment héritée d'un autre pays, comme vous l'avez dit, parce que si ça a permis au moins d'arriver, disons, à apaiser de façade les cœurs, ça libère aussi la parole. Vous savez, lorsqu'on prend des pays comme la Gambie, qui a connu, disons, une gouvernance de près de 22 ans de dictature, j'allais dire, d'ailleurs même, ça permet aujourd'hui de poser un certain nombre de diagnostics, de poser un certain nombre de problèmes pour permettre. Parce que, vous savez, la transition, du moins sur le départ de Yahya Jammeh, devant la scène gambienne ou devant la scène internationale, avait causé un certain nombre de problèmes. Parce que, vous savez, lorsque on a eu les nouveaux dirigeants en Gambie, je me dis, la transition pour aller à l'effectivité d'une gouvernance stable n'a pas été ça. Parce que, vous avez su, il y a eu des gens qui étaient d'ailleurs même pour chasser, il y a eu des saisies et ses consorts. Je pense qu'il y avait même eu malaise qui avait fait appel même à... Entre-temps, on parlait d'un coup d'État qui allait surgir. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si vous prenez même la Gambie, quand le président Adama Barrow était arrivé, n'avait pas confiance même au niveau de l'armée qui entourait, parce que c'est tout comme en Guinée où l'armée était carrément phagocyté par la famille présidentielle, ses consorts, aujourd'hui, qui ont causé pas mal de tort à ce pays-là. On sait que la justice transitionnelle ou les commissions vérité justice, comme nous l'avons connu sur le continent africain, n'ont pas permis réellement d'arriver à une réconciliation stable. Mais ça a permis de l'autre côté de libérer la parole. Et lorsque vous libérez la parole en public, je pense que un temps soit peu, vous êtes plus ou moins satisfait. Et je pense que c'est ce n'est que ça, finalement. Ce n'est que ça, parce qu'en réalité, vous prenez tous ces pays-là, en réalité, est-ce qu'on est véritablement réconcilié? Non, après ça, nous avons connu d'autres choses, même pire que dans d'autres pays que ce qu'on a connu pour lancer cette commission-là. Et je pense que les experts, ou du moins ceux qui ont conseillé Adama Barrow à pouvoir mettre ce outil-là en place, le savent très bien et savent que justement, c'est pour l'histoire, cela permet de dire qu'aujourd'hui, il y a eu, lors de votre passage, il y a eu ces actes-là qui sont posés. Et lorsque, disons, la formule est là, vous n'avez plus le droit d'accéder du moins à la justice traditionnelle. Donc, c'est un peu ça. Russe, la Gambie a fait le choix de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Il n'y a pas la justice dedans.
Alors, bon, il n'y a pas la justice, parce que quand ça touche à la justice, mettons que c'est comme si il y a punition. Et quand il y a punition, on braque les gens. Maintenant, je voulais revenir sur l'aspect, justement, vérité et réconciliation. Le concept en lui-même, c'est-à-dire le fait de vouloir, après une situation de crise, arriver à cela, est quelque chose de bien. Mais je pense que c'est dans la manière de le réaliser et de le conceptualiser que réside le problème. L'Afrique du Sud a pu parvenir à un certain nombre de réussites, à mon avis, pour la simple raison qu'elle a des institutions fortes qui font que vous soyez président, vice-président, que bon, voilà, on peut vous faire parvenir à la commission, on peut dire un certain nombre de vérités, les lois sont respectées, donc les gens sont, les gens ont un rapport, c'est un pays multiracial, ils ont un rapport différent à leur institution que dans les autres États qui ont essayé cette expérience-là. Maintenant, en ce qui me concerne, je trouve que l'expérience positive qui a été faite de cela est en adéquation avec des paradigmes de chez nous, des paradigmes africains, c'est le Rwanda. Le Rwanda, oui. Qui a institué les gachacha. Ouais. Et c'est étonnant que personne n'essaye de... J'ai pas la sensation qu'au niveau des États africains, on essaye d'envoyer, ne serait-ce que... Alors, des gens de nos traditions, mais des gens de nos législations, pour aller voir comment ça s'est fait, sous quelle base traditionnelle cela s'est fait, parce que ce système-là a été mieux que Nuremberg, a été mieux que la justice même israélienne, dans le sens où, pour un pays qui a connu un génocide, on a pu, à un moment, résoudre un certain nombre de problèmes sous fond de tradition et passer à autre chose. C'est vrai qu'il y aura, c'est sûr et certain qu'il peut exister encore des mécontentements, mais il était impossible que Kagame et son gouvernement puissent amener le Rwanda là où il est, sans pouvoir, ne serait-ce que faire table rase d'un certain nombre de choses. Et maintenant, au niveau de nos États, que ce soit au Togo, que ce soit au Ghana, que ce soit ce qui se passe en Gambie, on a pris le modèle sud-africain, on a pris tout ce qu'il y a d'occidental et tout ça, sans y impliquer un certain nombre de nos paradigmes par rapport à nos peuples, par rapport à certaines choses qui font que celui qui va venir confesser, ne serait-ce que par le biais de la tradition, par le biais d'un certain nombre de choses, de la coutume, de notre manière de nous organiser, puisse se dire, si je vais dire à mon frère pardon et que je confesse, peut-être il y aura une pénalité, mais il ne m'ôtera pas la vie, ou il n'ôtera pas la vie à mes enfants. Et je sais que dans chaque peuple africain, il existe cela. Il existe quelque chose qui, au sein des communautés, permet de réunir les gens, permet de leur dire confesse, permet de dire réparation et permet de dire attention, devant tous, tu as confessé, tu as réparé, tu as accepté la réparation qui t'a été offerte, donc tu ne peux prétendre atteindre à la vie de l'autre. Et pour moi, ce sont des choses qu'il faut fouiller. Donc le problème en Gambie, c'est que ils vont le faire peut-être comme on l'a fait dans plusieurs pays, très occidental. Bon, oui, confesser, on fait le papier, tout ça. Mais est-ce que dans le ressentir des gens au niveau des peuples, en sachant que dans la plupart de nos pays, on a beaucoup de ruraux, on a très peu de citadins, on a très peu de gens qui vont avoir peut-être une certaine ouverture d'esprit occidental, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément la meilleure. Est-ce que cela va aboutir ? On risque d'avoir un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où on a un tribunal des vainqueurs qui juge des vaincus. Or, le problème avec les États qui ont connu une dictature forte, c'est qu'en réalité, tout le monde a participé volontairement ou à son corps défendant à la consistance de ces dictatures. Je me rappelle quand il y a eu ce problème, je pense, en Pologne, où on demandait à un moment, quels sont ceux qui ont collaboré avec le KGB. Et je me rappelle, il y avait un des anciens présidents qui disait, mais à l'époque du parti unique, tout le monde travaillait pour le parti unique. Donc à l'époque de Yahya Jammeh, que ce soit les intellectuels, les universitaires, tous ceux qui résidaient dans le pays, qu'ils le voulaient ou qu'ils ne le voulaient pas, ont à un moment travaillé, et c'est là où on rentre dans les complications, parce que même ceux qui étaient dans les forces de l'ordre, il y a des gens qui ne peut-être partageaient pas ce qui se faisait, mais il vit dans le pays et il n'a pas de quoi s'expatrier.
il y reste et il fait ce qu'on... Alors comment est-ce qu'on juge cela? Est-ce que c'est pas aussi, Jean Géraud, est-ce que ça ne donne pas l'impression, ces genres de commissions, qu'on veut décréter la réconciliation? Bon, c'est pas forcément, mais aussi parce que je vous rappelle, par exemple, au Togo, on a eu commission vérité, justice et réconciliation. Est-ce qu'on est réconcilié? Point d'interrogation. On a une commission vérité, réconciliation et réparation. Le but, c'est la réconciliation, mais ça ne se décrète pas aussi. Ça ne se décrète pas. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas forcément que quand on met cette commission qu'on veut décréter. Au fait, c'est un travail qui doit se faire, comme l'a dit le Russe. C'est que quand on vous appelle et on vous interroge sur les faits et que vous parlez en public et que peut-être on vous demande pardon, les gens demandent pardon et qu'on se dit, selon nos traditions en Afrique, ça se passe très bien et que, bon, à partir du moment où le chef du village vous appelle et qui dit, mais l'autre a tort, il apporte peut-être un coq, quelque chose comme ça, un litre de sorabi, ça passe et puis la vie continue parce que vous avez peut-être le champ à côté, vous êtes voisins et que par après d'autres choses, vous allez le partager. C'est ce qui se fait en Afrique. Mais si effectivement la commission a fait son travail, si effectivement les gens sont honnêtes et que les gens ne sont pas obligés, il faut savoir aussi que aussi longtemps que les gens peut-être ont peur, ou bien ils ne veulent pas s'exprimer, si je m'exprime, encore les gens, l'ennemi qui est là-bas, ou bien celui qui l'a fait, le coupable, il est toujours en liberté, il a toujours le pouvoir, il peut revenir pour m'oppresser encore, je ne dois pas parler, ou bien il y a un certain nombre de choses que je ne dois pas dire, il y a un nombre de certains de témoignages que je ne dois pas faire. Donc c'est ça qui bloque au fait le processus. Sinon la commission en soi n'est pas une mauvaise chose. Ça doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la réconciliation. Mais c'est le processus et les gens, les acteurs qui sont impliqués qui causent le problème de même l'essence même de cette commission. Alors là, est-ce qu'on ne risque pas aussi d'avoir, comme on l'a vu au Togo, que ce soit simplement ou seules les victimes qui viennent s'exprimer? Parce que souvent, on a une commission, on veut aboutir à la réparation, mais les bourreaux ne se présentent presque jamais. Oui, c'est difficile que le bourreau se présente, mais dans la mesure où il y a des victimes qui manifestent leur intention donc de s'exprimer, c'est aux victimes, c'est les victimes qui citent en fait les bourreaux et qui sont donc mentionnés, et de facto la commission leur fait rappel qui viennent donc présenter. Oui, mais le problème c'est quoi? Est-ce que c'est la victime qu'on a encore besoin d'entendre dire ce qu'on lui a fait subir, ou c'est le bourreau qui doit s'expliquer et demander pardon? Oui, les deux sont liés. Parce que quelque part, il fut un temps où il y a la victime qui s'est exprimée, mais qu'il a fait d'une manière, disons, en vase close, sans pour autant s'exprimer à la grande masse. Mais à un moment donné, lorsqu'elle se présente, parce que n'oubliez pas que d'abord, le concept vérité, justice, réconciliation est lié un peu à la culture africaine. Parce qu'à un moment donné où, disons, le pays change de paradigme et pose le problème en terre enseigne que voilà, aujourd'hui... Et d'ailleurs, mais lorsqu'on pose le problème, on n'évite pas, on n'interdise pas à ceux qui veulent aller, disons, porter plainte devant la justice conventionnelle de le faire. Mais généralement, on dit que lorsque vous choisissez la justice transitionnelle, ça veut dire que vous renoncez à la justice classique. Oui, il y a ça, mais de l'autre côté aussi, il y a des intérêts, parce que vous avez déjà subi des dommages et intérêts circonstanciels. Alors, vous savez que la plupart du temps, lorsque vous allez au niveau de la justice conventionnelle et que vous posez un certain nombre de problèmes, ou d'ailleurs même, vous gagnez d'ailleurs même le procès, c'est toujours difficile de pouvoir rentrer dans ces droits, même si la personne est condamnée à vous payer des dommages et intérêts. Parce que je n'en ai pas vu, c'est toujours difficile. Ça veut dire que, c'est ce que je disais, donc lorsque le pays change de paradigme, et on dit qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous êtes devant la justice transitionnelle, cela ne vous permet plus d'aller vers la justice conventionnelle. Quelque part aussi, vous êtes très mal vu. Lorsque le pays entier a décidé aujourd'hui que les problèmes se règlent d'une manière
conciliables, que vous choisissez la justice conventionnelle, vous êtes très mal vu. C'est-à-dire on vous oblige à entrer dans le processus. Quelque part, mais disons, dans nos cultures, comme je venais de le dire tantôt, nous n'avons pas toujours cette intention-là de pouvoir transcender les dispositions de nos législations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le pays a décrété, quelque part aussi, c'est décrété, parce que c'est bon et malgré que vous le voulez, c'est ce qui se fait. Vous n'avez plus cette culture-là d'aller ailleurs parce que vous serez très mal vu, parce que le pays a décidé à un moment donné que, bon, réconcilions-nous, faisons de telle ancêtre que le problème, parce que ce pays, lorsque vous prenez pas dans la Guinée, lorsqu'on va toujours, disons, transposer tout devant la justice conventionnelle, vous avez dû constater que peut-être c'est quasi totalement la moitié du pays qui ira en prison. Or, est-ce qu'on a des maisons d'arrêt pour pouvoir, disons, faire... Il y a aussi ce problème-là qui se pose. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut saluer ces initiatives-là qui permettront quand même, d'une manière ou d'une autre, lorsque tu acceptes quand même de pardonner à l'autre, je pense que c'est déjà un peu un soulagement et que demain, cela puisse quand même concilier les cœurs et qu'on puisse passer à autre chose. Est-ce que ça montre aux Russes que la Gambie tourne définitivement la page Jammeh? Alors, mettons que je pense que c'est la volonté du gouvernement. Maintenant, si le processus de réconciliation est mal fait, ça va être difficile parce que Yahya Jammeh a toujours ses hommes en Gambie. C'est pour ça d'ailleurs il a la prétention de dire qu'il peut rentrer et qu'il peut se permettre un certain nombre de choses. Maintenant, oui, le problème dans ce genre de procédé, c'est que, comme il disait, il va y avoir des gens qui vont venir, des victimes qui vont venir témoigner. Et mettons qu'on est dans un continent où les gens ont une certaine fierté. Et donc déjà, pour témoigner, c'est un problème. Parce que elles sont victimes, mais si cela est mal fait, on leur fait ressentir cela comme si c'est eux la dernière roue du carrosse. Donc vous êtes déjà la victime. On ne voit pas le bourreau, qui est d'ailleurs toujours dans son aisance. Il occupe les mêmes fonctions. Il n'a aucun regret. Peut-être qu'il continue par vous narguer. Et ce bourreau-là n'a pas la décence déjà d'avoir le moindre regret et de reconnaître ce qu'il a fait. Il n'a pas la décence d'expliquer pourquoi il l'a fait. Dans quel contexte, d'où viennent les ordres, pourquoi ça... Voilà, il ne l'explique pas. Ça, c'est déjà le premier problème. Et le second problème, c'est le problème des réparations. Parce que c'est ça un peu le problème. Ça fait partie de l'éducation du peuple, mais ça fait partie aussi de ce qui peut contribuer à vicier la société. C'est-à-dire, quelqu'un vous a porté préjudice, mais la réparation ne vient pas de lui. Il vient d'un organe suprême qui, lui, vous dit grosso modo, prends cet argent et tais-toi. Donc, la blessure, elle est là. Le ressentiment, il est là. De l'autre côté, il n'y a pas de regret, parce qu'il n'y a pas de confrontation réelle avec la victime. Sur un plan national, personne ne sait exactement ce qui s'est passé et donc ne retient pas du passé pour pouvoir passer à autre chose. Et au niveau de l'État, on a ce sentiment de on veut vite passer à cette étape parce que oui, il y a les touristes, il y a les investisseurs, il faut qu'on court. Alors qu'en réalité, la base fondamentale est ce peuple-là qui doit guérir de ses plaies, qui doit se réapproprier une certaine fierté, un certain dynamisme. Il faut refaire la cohésion nationale parce que très souvent, c'est des rapports d'ethnie à ethnie ou de famille à famille afin de pouvoir vraiment amorcer les choses. Sinon, au bout de 20 ans, on retombe dans les mêmes travers. Et on a eu des pays justement qui, souvent, je peux dire, un des grands exemples, c'est la Côte d'Ivoire, où, oui, l'État a les fonds, oui, l'État a l'argent, oui, l'État va répartir selon, comment dirais-je, les trucs, mais est-ce que dans le ressenti, la population sent réellement qu'il y a une réelle réconciliation? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Au résultat, non. On a, par exemple, un président qui est en train de faire un mandat, peut-être il va en faire un second, je pense. Il est dans son second mandat. Il est dans son second mandat. Donc, ça veut dire que sur 2 mandats, quand on voit les élections dernières, on n'a pas l'impression qu'on est dans la Côte d'Ivoire merveilleuse du temps du fouet avec toutes les violences qu'on a eues. Voilà. Oui, permettez, Samuel, que je rajoute ceci. Parce qu'on a comme l'impression en Afrique qu'on a toujours tendance à donner cette valeur-là toujours aux pécuniaires parce qu'on peut tout acheter au passage. Mais de l'autre côté aussi, n'oubliez pas qu'il y a des exactions que les victimes n'acceptent pas
disons, publiquement dévoilé pour éviter un peu de stigmatisation. Parce que nous sommes en Afrique et nous en savons ce que c'est. Mais de l'autre côté, le problème, vous avez posé un problème. Moi, en fait, je ne conçois pas le fait que aujourd'hui, lorsqu'il y a eu de ces gens de dictateurs en Afrique, qu'on essaie peut-être de résoudre le problème en les écartant. Moi, je pense que est-ce que c'est la meilleure façon aujourd'hui pour créer la réconciliation? Bon, lui, ici, il est à l'extérieur, donc on ne peut pas le faire revenir pour le moment. Est-ce qu'il n'est pas à l'extérieur? Il est à l'extérieur malgré. Le fait qu'il s'est nabré, il serait intéressant, justement. Moi, je pense que c'est bon. Voilà, je pense qu'il a trouvé quelque chose qui était intéressant, et je trouve qu'un des exemples qu'on cite le moins, mais que je trouve que, même, alors je ne sais pas dans quel cadre s'est passé le procès, tout ça, mais je trouve qu'un des grands exemples, c'est Bokassa. C'est Bokassa qui, à un moment, ayant fait des exactions, ayant été grugé, qu'à un moment décide, bon, ok, d'accord, je reviens au pays, je vais être jugé, je vais être condamné, et ça fait que, bien que, oui, on peut lui reconnaître beaucoup et bon nom même de cette situation, il a pardonné. Le fait qu'il ait accepté. Il y a une resurgence de l'image, bon, même si je ne la partage pas, il y a quand même une resurgence d'un certain respect quant à la personne de Bokassa. Yaya Jammeh, pour quelqu'un qui se prétend, fier d'un certain nombre de choses, oui, il gagnerait peut-être à rentrer, à avoir réellement un jugement équitable ou à avoir un procès. Mais Bokassa, par exemple, il était obligé de rentrer parce que son exil français devenait très difficile. Il vivait très difficilement. Quand vous avez un Jammeh qui est quasiment une statue de Pacha à la où il vit, pourquoi va-t-il chercher à rentrer? Bokassa s'est mis à dos Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la France. Donc effectivement, oui. Maintenant, je me dis, il avait quand même certaines familiarités avec des présidents d'Afrique. Je me dis qu'il avait son réseau. Mais je pense qu'à un moment, sa noblesse a été... il n'est pas question que celui qui m'est trahi et qui est joué de moi, celui qui se croit supérieur à moi, me coupe le cou. Je préfère rentrer chez moi, me faire couper le cou par les miens. Mais de l'autre côté aussi, la gestion de ce problème-là par nos institutions sous-régionales aussi ont beaucoup joué. Parce que vous savez, le cas Bokassa, lorsque vous le posez, c'était pas la même chose comme on pose le cas aujourd'hui de Yaya Jammeh. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la CEDEAO, d'une manière précautionneuse, a vraiment joué, a pesé de tout son poids, et même son exil, même si Yaya Jammeh décidait de rentrer, je pense que la CEDEAO a toujours cette œil à regardant sur la situation, et que d'ailleurs même la sécurité du nouveau président, c'est toujours les militaires de la CEDEAO qui l'assurent. Georges Hérault. Moi, je pense que les cas de commission qu'on appelle de tout nom, je ne sais pas, et ce n'est pas une affaire personnelle. C'est pas une affaire où on regarde le président forcément qu'il a commis, qui doit revenir pour qu'on le juge équitablement. Mais c'est en son nom que les actes ont été commis. Oui, aussi. C'est que c'est une façon de pouvoir mettre le pays gouvernable. C'est que c'est une façon de permettre aux gens de se sentir chez eux et de participer au développement du pays. C'est aussi le fait de mettre les filles et les fils au travail ensemble pour que le pays soit construit. Ça veut dire que il y a, qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui continuent par aimer Yaya Jammeh en Gambie et qui prétendent que c'est injuste que le président est parti. Et pour eux, il faut tout faire pour rendre le pays ingouvernable. Donc, et le président qui est en place aussi, et il veut gouverner et il veut faire en sorte que le pays soit à un niveau avant de partir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler les uns victimes, entre guillemets, et les autres coupables, pour qu'on puisse se réconcilier, pour dire, mais aujourd'hui, on a enterré les haches de guerre, nous sommes ensemble, peut-être certains seront réparés, ils auront une réparation. Et là, on nous met tout le monde au travail et nous savons que le passé, c'est déjà passé. Donc, si on doit amener peut-être Yaya Jammeh, l'accuser ou non, parce que moi, quand vous parlez du cas Bokassa et tout, surtout le cas du président tchadien, vous voyez que c'est peut-être pour certains, c'est politique.
Pour certains, c'est le président Idriss Déby qui est derrière. Donc, pour ces gens de personnes-là, ils ne sont pas capables de tolérer certaines choses. Et ils vont se permettre de faire un certain nombre d'actions pour mettre les bâtons dans les roues pour le président Idriss Déby. Donc, c'est ce que moi je dis, c'est ce que les commissions doivent être au-delà de ça pour permettre la vraie réconciliation, pour permettre aux gens de comprendre que nous voulons oublier le passé et il faut le faire pour le développement, sacrifice du développement. D'accord. On va marquer la pause maintenant et on revient après sur le Nigeria.